cas, bonjour. Donc, je suis Kumar Deva, je suis neuropédiatre et je suis vraiment hyper content et heureux, encore une fois, de participer à cette deuxième week-end de TSF. Et encore une fois, je représente d'une part en fait MIRSEM, donc les maladies, le centre de référence maladies rares, maladies inflammatoires rares du cerveau et de la moelle, et en tant que coordonnateur, et que je co-anime avec à la fois professeur Marigné, qui représente la partie adulte en fait de ce centre, tout comme avec Madame Maillard, qui sont donc les deux pivots, on va dire, pour la prise en charge des patients adultes avec ces maladies rares, et dont font partie en fait le spectre des neuromélitoptiques et les MOGAD. Et donc mon expertise est plutôt du côté pédiatrique, donc puisque ça touche aussi les enfants. Et bien sûr, la grosse majorité reste aussi chez les patients adultes. Peut-être que tu veux dire un mot, Romain. Merci Koumara. Donc moi, je suis Romain Marigné, je suis professeur de neurologie à Lyon. Je suis responsable d'un centre de référence maladies rares, donc qui s'appelle le MIRSEM, qui a introduit Kumar Deva, que il nous a gentiment accueillis en 2017, mais je travaille sur ces maladies rares depuis presque 20 ans maintenant. J'ai commencé vraiment à m'y intéresser en 2005. Et quand on dit maladies rares, effectivement, on a beaucoup parlé de la neuromyélite-optique dans le film, mais vous savez qu'il y a des formes apparentées, comme la MOGAD, dont on va parler peut-être aujourd'hui, et puis un groupe aussi. Alors, Elisabeth Maillard, dans le film, elle dit il y a plusieurs types de maladies, puis après, elle n'en parle que d'une seule. Mais il y a trois grands types de maladies. Il y a celle avec les anticorps aquaporine 4, celle avec plus récemment les anticorps anti-MOG, puis il y en a un autre qui est un peu le parent pauvre. C'est les patients qui ont cette maladie sur le plan des symptômes, mais qui n'ont pas l'anticorps. Donc on appelle ça, c'est pas un très joli terme, séronégatif, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas l'anticorps. Et aujourd'hui, c'est un vrai domaine, un peu une zone grise, parce que c'est les patients pour lesquels on n'a pas de traitements qui ont été démontrés comme étant efficaces, même si on essaye de les traiter, et pas non plus beaucoup d'informations sur leur prise en charge. Donc effectivement, depuis maintenant presque 10 ans, je travaille avec Kumar Deva, Elisabeth Maillard à Paris, et en dehors de ça, il y a tout un réseau aussi. Donc il y a des centres qui sont labellisés MIRSEM, puis il y a plein de centres qui s'intéressent à cette maladie. En France, on a la chance, comme vous le savez probablement, d'avoir un effort national, ministériel, de soutenir la recherche, le soin, l'information aux patients sur les maladies rares. C'est ce qu'on appelle des plans maladies rares. On arrive au 3e plan maladies rares, donc ça fait presque bientôt 20 ans qu'on a des plans maladies rares et qui vont permettre d'informer les patients, d'informer les médecins aussi, mais aussi de soutenir financièrement, parce que le plan il est associé quand même à des financements qui permettent la création de ces centres de référence, qui permettent la création également du soutien à la recherche. Donc voilà, il y a une vraie dynamique, on fait jamais assez, on est bien d'accord, mais il faut quand même le dire, en France, autour des maladies rares, on a quand même la chance d'avoir un soutien fort institutionnel. Je pense qu'aussi c'est l'objectif en fait du réseau MIRSEM et des autres, c'est aussi de soutenir aussi des associations comme le vôtre, parce que bien sûr nous on porte la voix entre guillemets scientifique et autres, mais je pense que les personnes les plus importantes c'est vous. Et Fatia, vraiment bravo, et il faut avoir beaucoup de courage de partager ce que vous avez fait, et ce genre de témoignages sont hyper importants pour nous aussi, parce que nous on a la partie bien sûr scientifique pour expliquer la pathologie. On attend aussi le retour de votre part, parce que des fois ce qui nous semble être important pour nous ne l'est pas pour vous. Et des fois, ce que vous avez dit aussi, c'est votre impression, etc., que nous aussi, on doit pouvoir comprendre et apporter en fait des réponses à vos interrogations et à vos préoccupations qui sont aussi très importantes. Et je pense que les Soumaïra, avec cette association, ce que vous apportez pour nous est très important, parce que le retour que nous avons est indispensable. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à fait. En fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'est un peu le péché mignon des médecins. C'est-à-dire qu'on pense faire bien, mais quand on interroge les patients, il y a une certaine discordance entre ce que nous on voit et ce que les patients ressentent. Et ça a été démontré de façon un peu scientifique. Il y a une étude qui a essayé d'évaluer en fait s'il y avait une concordance entre l'évaluation du médecin en disant c'est bien, c'est pas bien, et puis le patient. Et il y a une grande différence. Ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que probablement déjà qu'on ne discute pas assez. Et puis nous, on a des référentiels un peu trop scientifiques, médicaux, et on ne s'est pas assez intéressé, et on essaie de changer les choses.
à ce que tu dis, c'est-à-dire ce que vous dites très bien dans la vidéo, c'est comment je me sens dans la vie, est-ce que je suis normal, est-ce que c'est comme avant, et tout ça. C'est vrai que, et particulièrement dans ces maladies rares où, comme ça apparaît dans la vidéo et comme vous le dites aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, on a peur de mourir, quoi. Donc ça écrase un peu tout, c'est-à-dire que c'est vivant, c'est déjà bien, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut peut-être être un peu plus ambitieux maintenant que vivant, c'est déjà bien. C'est peut-être vivant avec une vie de meilleure qualité. Et vu la sévérité de cette maladie, pendant longtemps, on se satisfaisait de vivant, c'est déjà bien. Honnêtement, hein. Et avec l'arrivée aussi des nouveaux traitements très performants, on a un peu changé notre évaluation. On s'est montré plus ambitieux en disant vivant, c'est bien, ça c'est sûr. Mais après, vivant avec une bonne qualité de vie. Et là, on est en train de travailler là-dessus. C'est-à-dire que, au-delà de prévenir l'évolution défavorable des symptômes que vous avez très bien décrits et qui ont été rapportés par le docteur Maillard dans la vidéo, c'est ce qu'on appelle tous les symptômes cachés. Et puis, c'est ce qu'on appelle la qualité de vie. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir des symptômes décrits médicalement, c'est comment moi je me sens dans ma vie, à la fois sur le plan, c'est très bien rapporté, sur le plan professionnel, affectif, amical, moral. On n'a pas parlé, mais il y a des douleurs, des choses comme ça qui sont pas visibles en fait. Le médecin, s'il n'interroge pas le patient, il le voit pas. Et ça, c'est vrai que et c'est beaucoup grâce aux associations de patients, aux remontées en fait des patients qui nous disent moi ça va pas si bien que ça, même si je fais plus de poussée, même si j'ai récupéré mon handicap, moi je me sens pas très bien. Et l'autre élément très important, je pense, des associations de patients, outre le partage d'expérience, c'est faire remonter au niveau institutionnel, encore une fois, près des médecins, près des hôpitaux, près des gouvernements. Voilà, ce qui est fait, c'est bien, mais ce qu'on peut faire en plus, quoi. Et votre voix est extrêmement important, et c'est pour ça qu'il faut qu'on discute ensemble pour essayer de faire remonter les choses. Et ça marche, hein, je veux dire, toi aussi tu le sais bien, dans le monde de la pédiatrie, il y a beaucoup malheureusement de maladies rares aussi. C'est cette voix-là aussi qui est entendue, heureusement. Et au niveau européen aussi, enfin la France fait partie de l'Europe comme vous le savez, même si c'est un peu compliqué parfois. Et l'Europe aussi, hein, faut le rappeler. À prioriser la recherche, le soutien sur les maladies rares. Donc encore une fois, quand ça marche pas mal, il faut le dire. Tout à fait. Donc du coup, je pense qu'avec professeur Stankov, on parlera aussi de ces trucs-là, de l'Europe et de l'action de l'Europe en fait dans ces maladies rares. Je voulais savoir dans la salle, il y a combien de personnes qui sont positifs avec AQP4, AQP4 et combien avec des MOGAD? Et combien pour lequel on vous a dit, je sais pas si Romain va me dire, mettre méchant avec moi, séronégatif, il faut pas qu'on utilise ce terme-là. C'est pas un beau terme. C'est pas un beau terme. On sait pas quoi. Donc, qui ne sont sans anticorps? Ça va très. Oui, je suis pas encore diagnostiquée. Est-ce que, donc, parmi dans la salle, est-ce que depuis qu'on vous a parlé en fait de ce diagnostic, depuis qu'on vous a donné ce diagnostic, est-ce qu'il y a des choses qui restent encore en suspens? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit pour partager avec la salle, par exemple? Est-ce que, par exemple, au niveau de quand on a fait le diagnostic, est-ce que on voit avec Fathia comme quoi au début, c'était comme un grand flou. Est-ce que vous avez eu les mêmes impressions ou c'était quoi? Allez-y. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours un grand flou. Vous avez encore pas mal de neuro qui connaissent pas la maladie complètement, qui la connaissent. Après, on leur demande pas qu'ils la connaissent par cœur, mais au moins qu'ils fassent le nécessaire pour trouver ou se renseigner avec d'autres neuros, je sais pas, mais au moins de donner des réponses à un patient, parce que le patient, ce qu'il attend, c'est une réponse en fait. Pour ma part, ça fait 3 ans ma dernière poussée, donc je suis relativement stable. Mais mes neurologues m'expliquent qu'on attend la future poussée pour établir un diagnostic. Mais en même temps, quand on est patient, on n'espère pas. Voilà, il y a un peu de ça. Là où on parle du flou. Alors, moi j'ai vécu l'inverse. Quand on m'a diagnostiqué, on m'a dit c'est super grave. On ne sait pas si vous allez vous en tirer. Et en fait, finalement, dans le temps, je me suis dit, bon, donc on va gérer, c'est pas si grave. Moi, ils ont été hyper alarmistes et finalement, c'est moins la cata que ce qui était annoncé. Donc, justement, Romain, on a. Alors, je ne suis pas concerné directement, c'est plutôt ma mère qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. C'est plutôt sur l'état du diagnostic et toute la mise en place. Un bon nombre de médecins, elle a été très souvent à l'hôpital.
toutes les semaines, si ce n'était des fois tous les 2 jours pour des migraines ophtalmiques. Et on ne savait pas vraiment mettre, et tout ce que les médecins savaient dire, c'était écoutez madame, je pense qu'il s'agirait de consulter un psychologue parce que c'est dans votre tête. Et je pense qu'il y a un effort à faire côté médecin, que ce soit pour ces maladies ou autres. Arrêtez de dire que c'est dans la tête des patients et essayer de creuser plus loin que juste scientifiquement on n'a rien. Je sais que c'est compliqué pour un scientifique de se baser seulement sur du ressenti, mais au bout d'un moment, il faut réussir à créer cette communication, et c'est pas contre vous, mais c'est vraiment contre l'ensemble des médecins qui, par moments, sont trop suffisants pour établir des diagnostics ou essayer de nous réorienter. Je pense que ça, c'est dû parce que c'est à cause de la méconnaissance. Un, c'est une maladie rare, et deux, par la méconnaissance des médecins. Mais depuis 2 ou 3 années, on est en train de travailler pour justement informer beaucoup plus les médecins. On a fait certain nombre de choses, Romain. Oui, c'est une vraie. Enfin, ça remonte toujours et c'est tout à fait vrai. Et on essaye de faire au mieux. Personne n'est parfait. Je crois qu'il y a effectivement un mélange. Alors j'espère que c'est pas trop de l'arrogance, mais de la méconnaissance aussi des médecins. Et quand on sait pas, on préfère dire vous avez rien que plutôt dire je sais pas. Ça c'est peut-être un défaut, mais c'est quelque chose qui est assez fréquent. Donc pour éviter ce je sais pas, ce qu'on essaye de faire, c'est déjà travailler avec vous, vous écouter, travailler ensemble, avoir ce type de réunion pour informer. Mais ce type de réunion, souvent en fait, on va être nous des experts, vous qui devenez aussi experts dans la maladie, c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Et aujourd'hui, le système de soins français repose beaucoup sur le médecin traitant. Le médecin traitant, il peut pas connaître les 5000, 10 000 maladies rares qui existent. C'est pas possible. Par contre, il y a des outils qu'on a mis en place sous encore l'égide de la Haute Autorité de Santé, donc d'institutions nationales, qui s'appellent les protocoles nationaux de diagnostic et de soins, les PNDS, qui sont accessibles en ligne gratuitement pour tout le monde, patients comme soignants, et qui ont pour objectif de faciliter le parcours de soins et la connaissance de la maladie. Bon, c'est pas forcément intuitif de savoir que ça existe, mais on essaye de communiquer pour savoir que ça existe. Et c'est quand même assez facile à utiliser. Il y a différents formats. Il y a des formats sur 2 pages, des formats sur 10 pages et des formats très longs. Donc, on peut avoir le niveau de connaissance dont on a besoin. Et puis, ces PNDS, on essaye de les faire transmettre via des réunions, via également sur les sites des associations, sur les sites de ces centres de maladies rares. Donc, c'est un outil qui est peut-être pas suffisant, mais quand même, je pense, comme tu l'as dit, qui est plutôt récent. Donc, on va attendre un peu pour voir son impact, mais qui devrait quand même favoriser et éviter ce type d'errance diagnostique. On a aussi développé, pour l'instant, on a fait des premiers tests en fait. C'est-à-dire que pour les médecins généralistes, quand ils voient venir en fait des patients avec un certain nombre de symptômes, vous savez là actuellement la mode c'est l'IA, donc du coup on l'utilise énormément. Il y a un programme... L'intelligence artificielle, des choses un peu... Non, parce que moi, personnellement, je suis pas un spécialiste, donc c'est bien de préciser ce que ça veut dire. Tout à fait. Donc, il y a un projet qui s'appelle Accélrare, en fait. Donc, c'était accélérer la découverte, du diagnostic ou la connaissance des maladies rares. Et je pense que Julie avait testé aussi avec Laetitia Georgie, qui est une de mes collègues. Et donc, on a essayé pour que les médecins traitants mettent, en fait, les mots-clés, donc névrite optique, myélite, et un certain nombre d'autres symptômes, et ça doit pouvoir donner, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas. Par exemple, on peut tout à fait faire, c'est ce qu'on fait régulièrement quand on ne connaît pas de maladie, on regarde un peu avec les symptômes, si on arrive à avoir des idées. Donc, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Pour certaines maladies, ça marche très, très, très bien. Pour la NMOSD, on a tenté, pour l'instant, ce n'est pas encore bien fait, mais on est en train de travailler sur ce genre d'aspect pour que les gens ne se retrouvent pas avec ces difficultés-là. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'éléments qu'on met en place, d'une part, pour informer, en fait, sur cette maladie-là, et puis d'autre part, pour accélérer aussi la connaissance avec plusieurs réunions et autres. Donc, ça, c'est sur le côté diagnostic, essentiellement. Au niveau de la prise en charge... Peut-être pour finir sur le diagnostic, je pense qu'il faut quand même aussi que vous ayez en tête qu'on parle de maladies de découverte quand même récentes. Et donc, forcément, les choses évoluent, les niveaux de connaissances évoluent. La NMO, alors même s'il a été décrit historiquement il y a très longtemps, finalement, pendant plus d'un siècle, on s'y est pas vraiment intéressé, on l'a même laissé complètement de côté. Et ça fait 20 ans, c'est pas si long que ça, qu'on a considéré que c'était une maladie à part, différente de la sclérose en plaques, pour pas la citer, et qu'on a mieux compris cette maladie. Donc, comprenez bien que le niveau, la diffusion, le ruissellement, comme le président aime bien utiliser, il met du temps, à arriver aux neurologues,
aux médecins généralistes et la MOGAD, c'est encore plus récent. Ça fait même pas 10 ans qu'on a identifié cette maladie. Donc c'est aussi ça qui fait que voilà, il y a un manque d'information, un manque de connaissances. Et même si on fait tout ce qu'on essaye de faire pour informer, ça prend un peu de temps. Mais c'est aussi vous qui devez être les relais. Maintenant, je crois que la notion de patient expert, patient partenaire est bien ancrée dans les mœurs, dans les connaissances du fonctionnement des hôpitaux, par exemple. Et donc, ça remonte aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous aussi, vous avez presque un de vos rôles, et c'est ce que vous faites très bien dans la vidéo, c'est maintenant, moi, j'ai envie de transmettre mon expérience. Et ça, c'est super riche, quoi. Et comme l'a dit professeur Deva en introduction, il n'y a pas meilleure preuve que votre vidéo pour qu'on arrive à motiver nos patients quand ils sont au fond du trou, qui commencent à avoir les symptômes, ils sont au niveau du diagnostic, pour leur dire battez-vous parce que on peut y arriver en se battant, en suivant bien sûr les traitements, à récupérer. Et quand on le dit, c'est une chose, mais quand on a une illustration comme votre histoire personnelle, c'est beaucoup plus fort, quoi, je pense. Donc ça, c'est un outil précieux et puissant également. Justement, avant de passer sur un autre thématique, est-ce qu'il y a des parents d'enfants qui ont la maladie ou pas? D'accord. Par exemple, chez l'enfant, donc par rapport aux symptômes, par exemple, on avait dit que dans les NMOSD, c'est surtout en fait une atteinte du nerf optique, une atteinte de la moelle épinière. Chez l'enfant, chez l'adulte aussi d'ailleurs, on peut avoir donc des tableaux un peu plus complexes en fait, donc ce qui revient aussi aux difficultés de reconnaissance. Donc chez l'enfant, un tableau qui peut être un peu complexe, c'est ce qu'on appelle en fait des encéphalomyélites aiguës disséminés, tout ce terme barbare pour dire qu'on peut avoir donc des tableaux de neurologie très sévères avec troubles de la conscience et autres, où les enfants sont pris en charge aussi en réanimation. Donc ça, c'est des tableaux aussi qui peuvent être assez peu connus pour les NMOSD, qui sont maintenant actuellement dans les critères de diagnostic spécifiquement. Et donc, il y a ces tableaux-là qui peuvent être particuliers, qui peuvent aussi un peu décaler. Et l'autre aspect aussi qu'on voit globalement chez l'enfant, c'est souvent, ça peut être très, très sévère, en fait, chez l'enfant. Et puis aussi, au niveau de la récupération, ça peut être un peu plus rapide. Hein. Donc, ça peut être un peu rassurant, en tout cas, au niveau des premiers trucs. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Et en plus, l'autre aspect aussi, quand on regarde entre les MOGAD et les NMOSD, par exemple, il y a une différence aussi qu'on commence à... Je ne sais pas s'il fait vraiment une véritable différence entre les adultes et les enfants, en termes de fréquence, par exemple. Est-ce que c'est pareil entre les adultes et les enfants en termes de nombre de MOGAD et de NMOSD? AQP4+, je pense. Oui, alors je pense que l'autre élément, vous l'avez tous compris, on n'est pas très nombreux dans la salle parce que heureusement ou malheureusement, c'est une maladie rare. Hein, ça, c'est un élément important. Donc, ce qui rend les choses encore plus compliquées, c'est qu'un neurologue qui est pas expert, il va avoir peut-être un patient dans sa vie, peut-être 0, un médecin généraliste encore moins. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de trouver un moyen de lutter contre cette hétérogénéité de connaissances par la création de maillage de centres de référence avec aussi ce dont on n'a pas parlé, qui est un outil très très puissant qui a été mis en place en 2020 avec l'arrivée du Covid, et finalement c'est un des éléments, si je dois dire de façon provocante, positif du Covid, c'est la mise en place de la téléconsultation ou de réunions en visioconférence, qui favorise quand même l'accès à la connaissance sans avoir à se déplacer, hein, parce que parfois c'est quand même compliqué, y compris pour les médecins. Et donc le professeur Deva, puis après nous dans un deuxième temps, on a mis en place tous les mois, toi c'est même tous les 15 jours je crois pour votre côté, des réunions où entre médecins, spécialistes et non spécialistes, on discute de dossiers pour éviter justement, essayer d'accélérer la prise en charge, alors à la fois diagnostique mais aussi thérapeutique dont on parlera après. Donc ça, c'est un outil assez puissant aussi, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Si vous avez un patient chez qui vous vous posez la question, est-ce que c'est pas une NMOSD ou est-ce que c'est pas une MOGAD, vous venez présenter le dossier, et voilà, on en discute tous ensemble, on partage nos expériences, à la fois sur le plan diagnostique et thérapeutique, et ça fait vraiment accélérer les choses, et c'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour nous, parce qu'on apprend à chaque fois de l'expérience des autres, et puis c'est gagnant pour les moins experts, où voilà, ça les rassure aussi de se dire, j'ai discuté de ce dossier, j'ai éliminé cette hypothèse, ou j'ai confirmé cette hypothèse. Donc vous voyez, on arrive quand même progressivement à mettre en place des ressources qui permettent, on l'espère à terme, de limiter cette question d'errance diagnostique. Dernier point, alors pour faire le diagnostic, on a des outils dont on a un peu parlé dans la vidéo, mais ce qu'on appelle les critères qui permettent de dire à la fin vous avez cette maladie ou vous l'avez pas. Pour la NMO, ils sont déjà un peu plus anciens, mais pour la MOGAD par exemple, les critères pour dire vous avez une MOGAD, ça date de 2023. Ça fait 1 an. Avant ça,
chacun disait un petit peu, ça ressemble à une mogade, on a des anticorps, mais bon. Donc voilà, c'est vraiment très récent. Et pour les patients, on n'aime pas ce terme, on est obligé de l'utiliser, pour lesquels on n'a ni l'anticorps aquaporine 4 ni MOG, on n'a pas vraiment de critères encore aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs une des priorités d'un effort international de mieux définir, de mieux caractériser pour arriver à un diagnostic plus précoce des patients qui ont malheureusement ces symptômes-là et pour lesquels on n'a pas ces outils diagnostiques que sont les anticorps aquaporine 4 et MOG. Donc vous voyez aussi que de notre côté, voilà, il y a des limites qui sont liées à la limite des connaissances. Hein. Voilà, il faut être objectif à un moment, dire les choses telles qu'elles sont. On apprend, on essaye d'aller vite, mais on est encore dans des zones compliquées. Donc du coup, aujourd'hui, pour faire le diagnostic de MOGAD ou la NMOSD, qu'est-ce qu'on fait? Alors le diagnostic, c'est vraiment un élément qu'il faut que vous ayez... La première chose, c'est vous écouter. Vous écoutez le patient. C'est-à-dire quelles sont ses plaintes, quels sont ses symptômes. Ça, c'est vraiment l'élément le plus important. Et derrière, ça va nous orienter en disant, bah, cette plainte-là, ce symptôme-là, il est évocateur de telle maladie. Donc, je vais faire après ce qu'on appelle des examens, qui peuvent être des prises de sang, une ponction lombaire ou une IRM, un examen ophtalmologique. Mais on a besoin d'avoir des symptômes. On va pas chercher ces anticorps dont on va parler juste après chez tout le monde. Parce qu'il y a quand même un élément, c'est que si on teste n'importe qui avec ces anticorps, si on fait une prise de sang chez n'importe qui et que ça revient positif, ça suffit pas à faire le diagnostic. Des fois, on peut se tromper et ça, c'est pas bon non plus. C'est pas bon de pas faire le bon diagnostic, mais c'est pas bon de faire un mauvais diagnostic parce qu'on va partir sur une mauvaise voie et le traitement va pas être adapté. Donc, on a besoin déjà d'un élément capital qu'on oublie de plus en plus avec l'IA, avec l'évolution des sociétés, c'est la relation avec écouter le patient. Et c'est facile à dire, hein, et je suis peut-être pas celui qui écoute plus les patients parce qu'on est tous débordés dans notre activité au quotidien, mais on se rend compte quand on se pose un peu, souvent en fait on a oublié quelque chose et nous l'avait raconté le patient. On l'a oublié, on l'a pas forcément mis. Donc ça c'est vraiment le temps le plus important. Moi quand j'étais étudiant, mon maître me disait 80% du diagnostic c'est dans le dialogue avec le patient. Et après vous allez simplement valider votre hypothèse en faisant des examens, mais c'est pas les examens qui feront le diagnostic. C'est l'interaction avec le patient. Donc ça, c'est vraiment le cœur. Et après, on a la chance d'avoir des outils de plus en plus performants. Et pour ces maladies-là, en plus de ça, on a la chance d'avoir des outils assez précis et spécifiques. Pour la NMO, comme ça a été dit dans la vidéo, c'est cet anticorps anti-aquaporine 4. Et pour la MOGAD, comme son nom l'indique, c'est les anticorps anti-MOG, qui sont des outils très puissants pour nous aider au diagnostic. Et puis derrière, on a encore d'autres éléments. L'IRM a un rôle très important aussi pour le diagnostic. Et c'est avec ces trois éléments, la clinique, la biologie, parfois la ponction lombaire. La ponction lombaire, elle n'est pas très intéressante spécifiquement dans ces maladies-là. Elle va être intéressante aussi. Quand on fait un diagnostic, on doit dire c'est ça, mais on doit dire c'est pas ça aussi. Et donc la ponction lombaire, elle sert surtout à nous dire c'est pas ça. Ouais, on enlève tout ce que c'est pas. Et avec tout ça, bah, on a alors notre expérience et puis ces outils dont je vous ai parlé, qui sont les critères qui vont permettre de dire bah alors, je sais pas ce qu'on vous dit ou comment on dit les choses. Moi, je reste toujours un peu prudent. Je dis, ça ressemble vraiment à. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu... C'est sûr, vous avez ça. Alors, c'est pas très facile à entendre, mais parce que les choses sont des fois un peu compliquées. Je sais pas ce qu'on vous a dit, par exemple. C'est ça, on pense que. On pense ouais. que, mais on n'est pas certain. On peut faire en fait d'autres. Voilà. Bon, je sais pas ce que tu penses de cette prudence, Kumaran. Chez les enfants, vous imaginez, chez les enfants, on fait encore plus attention. Donc, du coup, on prend toujours des pincettes. Donc, parce qu'on n'a pas la science infuse. Encore une fois, la médecine n'est pas une science exacte. Donc, du coup, on fait hyper attention avec les termes et les mots qu'on utilise. Après, quand on a suffisamment d'arguments, etc., on dit, c'est vraiment cette maladie-là. Donc, du coup, on va un peu plus fort, en fait, dans notre affirmation. Mais en tout cas, c'est des éléments qui peuvent arriver. Mais une fois qu'on a fait, est-ce que c'est si facile? Pardon, tu voulais compléter? Non, c'est ce que tu dis est vrai. C'est vrai qu'à un moment, faut arriver à dire, ça ressemble vraiment à ça. Bon, ce qu'on dit à chaque fois, bouchez-vous les oreilles. Le seul élément qui nous dit c'est sûr, c'est ça, c'est si on prend un prélèvement du système nerveux, donc on le fait pas, je vous rassure. Hein. Une biopsie, là, on peut regarder au microscope et dire c'est sûr, c'est ça, mais ça on le fait pas. C'est le seul élément qui nous permet de dire avec certitude. Donc après, c'est aussi notre expérience, notre compétence qui peut vous dire. Mais je crois qu'il faut quand même rester humble et on a des situations pas si rares que ça qu'on voit en réunion d'expertise où parfois, on est entre deux, quoi. Et je pense qu'on peut pas nous cacher à notre patient, on est entre deux, faut lui dire. C'est déstabilisant. Ouais.
Oui, oui, non, mais je comprends bien. Nous aussi, on aimerait bien être rassurés et savoir, mais parfois, des fois, on sait bien, c'est évident, c'est ça, et on y va. Et des fois, bah, c'est moins simple, surtout quand on est encore, je reviens dans cette situation où on n'a pas d'anticorps, où ça peut être plein de choses différentes. Et si on dit à un patient, c'est sûr, c'est ça, et 2 semaines après, on lui dit non, c'est sûr, c'est autre chose, et un mois après, on lui dit non, c'est sûr, c'est autre chose, la confiance, elle va pas être non plus très forte, quoi. Je pense que il faut aussi, des fois, accepter de dire qu'on a des doutes. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, donc, j'ai vu qu'il y a un peu plus de patients avec AQP4+, que Mogad. Est-ce que dans AQP4+, est-ce qu'une fois que les anticorps sont positifs, on peut être sûr du diagnostic? Oui, alors, dernier petit point que tu connais très bien, c'est en France, on a la chance d'avoir des centres de diagnostic biologique de qualité, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Amérique du Nord. Hein. En Amérique du Nord, bon, c'est business en premier, quoi. Je referme. Donc, il y a malheureusement l'accès à des tests diagnostiques qui sont pas de bonne qualité, mais bon, ça fait de l'argent de faire ces tests diagnostiques. Et donc, on peut avoir des erreurs diagnostiques à cause de ça. En France, c'est un système qui est différent, le système de soins. Et il y a une évaluation de la qualité des marqueurs diagnostiques qui fait qu'aujourd'hui, pour l'aquaporine 4, n'importe où il est fait en France, il est de qualité. Donc, si c'est positif, c'est sûr, c'est ça. C'est pas autre chose. Alors, pour la Mogad, peut-être pas Sycomarane. Pour la Mogad, c'est un peu plus complexe. Donc, c'est pour ça qu'on a établi des critères, enfin, on a établi aussi des critères pour AQP4. Donc, avec l'anticorps anti-AQP4, on est assez quasi sûr du diagnostic. Pour la Mogad, c'est un peu plus complexe parce que, les tests qu'on utilise dans tous les hôpitaux, qui sont de plus en plus maintenant généralisés, j'ai l'impression, c'est des tests qui ne sont pas très sensibles et très spécifiques. Donc, on a quand même, il y a de plus en plus d'hôpitaux qui commencent à développer en fait des techniques que Romain et moi-même nous avions développées, qui sont donc beaucoup plus sensibles en fait. Donc, il y a plusieurs types de techniques et là-dessus aussi, bien sûr, donc la sensibilité est plus élevée et la spécificité est un peu plus élevée. N'empêche que des fois, on peut avoir en fait des anticorps qui peuvent être positifs sans qu'on puisse être certain de la maladie. D'où, pour la Mogad encore plus que les AQP4, on restera un peu plus prudent. Il faut vraiment qu'on ait des critères qui soient très bien respectés pour qu'on soit certain. Et donc, ensuite, quand on n'est pas certain, on demande à ce que les tests soient faits soit à Lyon, soit à Bicêtre, etc., en fonction de la localisation des patients. Et surtout pour les enfants, on essaye de le faire à Bicêtre et beaucoup chez Romain pour les adultes. Et donc, une fois qu'on a fait ce test-là, si on est certain et que le tableau colle, à ce moment-là, oui. D'où l'idée d'appliquer les critères sur le côté biologique. Et ensuite, une fois qu'on a fait donc, et même pour les Mogad, il y a des fois, donc c'est d'où l'intérêt en fait de cette discussion que l'on fait en fait avec l'ensemble de la France et avec les experts adultes et de mon côté des experts pédiatriques, de vérifier, de discuter, est-ce qu'on peut accepter ou pas ce diagnostic, par exemple. Hein. Et puis maintenant, on essaie de l'augmenter un peu plus loin, de le faire du côté européen. On essaie de le faire, on le fait, mais d'une façon différente. Et on essaie de le faire de façon un peu plus régulière en fait au niveau européen, parce que on a les mêmes difficultés en fait au niveau dans d'autres pays, en particulier avec la Mogad. Donc oui, c'est pour ça que les critères étaient nécessaires, parce que si on n'utilisait que l'anticorps, on pouvait se tromper. C'est-à-dire que quand il n'était pas présent, on pouvait avoir la maladie, et quand il était présent, on pouvait avoir autre chose que la maladie. Donc c'est pas un outil suffisamment puissant comme peut être les anticorps anti-aquaporine 4, l'anticorps anti-MOG, surtout avec des tests non faits dans les centres experts, d'où la nécessité d'y associer des symptômes et des données de l'IA. Mais avec ça, quand on combine tout ça, normalement on est plutôt bon pour faire le diagnostic. Parce que tout à l'heure, Fatia... Pardon, allez-y. Terminé sur les anti-MOG, moi j'avais une question pour notamment là où vous n'avez pas trouvé d'anticorps, c'est comment vous pouvez être sûr du diagnostic, le fait que ça rentre dans la neuromyélite optique et pas juste des symptômes apparentés à cette maladie-là. Parce que s'il n'y a pas d'anticorps, est-ce que il y aurait pas une mauvaise orientation par rapport à ça? Si c'est juste des symptômes ou des ressentis similaires, est-ce que la manière dont marche cette maladie est exactement la même? Je pense que là, on a encore une fois des critères en fait. Hein. Donc il y a des critères, par exemple, si vous avez donc une atteinte du nerf optique et de la moelle,
et que vous n'avez pas d'anticorps, alors là, je vais juste parler de la pédiatrie. Je laisserai Romain commenter sur le côté adulte. On exclut, nous, notre première hantise, c'est de faire un mauvais diagnostic chez l'enfant. Et surtout, on a beaucoup de diagnostics différents. On appelle ça diagnostic différentiel, c'est-à-dire d'autres possibilités. Ce qu'on fait d'abord, c'est d'éliminer les trucs que l'on connaît ailleurs. Donc, soit on trouve l'anticorps. OK? Si on ne trouve pas d'anticorps, j'élimine d'abord les maladies que l'on connaît qui peuvent être traitées. Ensuite, des maladies qu'on connaît, qu'on peut diagnostiquer, parce qu'il y en a plein, génétiques et autres, hein, et métaboliques. Il y a des maladies, par exemple, un déficit, on appelle ça un déficit en biotinidase, il suffit de donner donc en fait de la vitamine pour qu'on s'améliore. Donc ça, c'est hyper rare, mais ça donne aussi des névrites optiques, hein, des atteintes des nerfs optiques. Donc on élimine tous ces maladies-là, et puis si on est certain qu'on a éliminé tout, et que la probabilité est plus facile de porter sur le côté NMOSD, on commence à parler, on va dire, c'est là où on va dire, c'est super probable que ce soit ça. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on fait hyper attention parce que il faut éliminer, surtout quand c'est négatif. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je crois que même cet élément de prudence, de dire j'élimine, tant qu'on n'a pas d'éléments qui nous permettent de façon robuste de dire c'est sûr, c'est ça, moi je dis à mes patients, on va refaire un point à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. Donc régulièrement, garder cette possibilité que ça peut être autre chose pour 2 raisons. Parce qu'il y a des maladies qu'on n'a pas encore identifiées. Et puis des fois, pour les anticorps, moi je les redose à plusieurs fois parce qu'on sait qu'ils peuvent varier un petit peu au cours du temps aussi. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé à un moment X ce diagnostic-là qu'il faut pas le réévaluer plus tard. Après, la difficulté que vous soulignez, c'est que des fois on a des symptômes. Il y a différents niveaux hein, de définition. Il y a ce que ressent le patient, ce que nous après on va classer, on appelle ça des syndromes, hein, c'est-à-dire une association de symptômes qui vont rentrer dans une case. Et quand on est vraiment au stade des symptômes, une fatigue, une gêne visuelle, parfois, vous avez raison, ça peut être même autre chose que neurologique. Donc parfois, il y a même des errances diagnostiques dans les deux sens. Hein, le plus classique dans la NMO, vous savez peut-être que ça peut des fois donner des nausées ou des vomissements qui peuvent durer des jours. Et c'est souvent des patients qui, eux, vont être mal orientés en service de gastro-entérologie. De façon un peu logique, hein, quand on a des nausées et vomissements, on pense que c'est digestif, alors qu'ils ont un problème neurologique. Donc là, forcément, c'est pareil. Il y a une information nécessaire de discussion. Alors nous, on travaille beaucoup avec les ophtalmologistes, hein, vu l'atteinte visuelle qui est fréquente. Mais moi, j'avais fait, au moins sur le plan local, un peu d'information à mes collègues gastro-entérologues en disant, il y a ces maladies rares qui parfois peuvent se manifester par un tableau qui mime la gastro-entérologie. Donc c'est là aussi des façons très précoces dans les symptômes, on peut se tromper, quoi. Donc il faut avoir, c'est encore une histoire de connaissance. Et on a quand même des outils dont on n'a pas trop parlé pour l'instant encore, c'est l'IRM qui va vraiment nous aider, quoi. Là, ça va dire, globalement, il y a des symptômes et l'IRM retrouve les choses qui sont associées aux symptômes, que ce soit au niveau du nerf optique, de la moelle épinière ou du cerveau. Là, ça va quand même être très robuste pour dire, oui, il y a une souffrance du nerf optique, oui, il y a une souffrance de la moelle épinière, oui, il y a une souffrance du cerveau. Et après, on peut continuer. Là, on peut vraiment éliminer beaucoup de choses. Et l'histoire du C psychologique, quand l'IRM est pas normal, là, on peut l'oublier, le C psychologique, quoi. Oui. Moi, ça m'est arrivé une fois que l'IRM était normal et que j'étais en pleine poussée. Vous avez, rappelez-moi votre maladie? NMO AQP4. AQP4. Mais moi, j'ai une atteinte de la déglutition, surtout le système ORL. Voilà ce que disait le professeur Deiva, la médecine science imparfaite. C'est un outil supplémentaire. Ça ne veut pas dire que si l'IRM est normal, il ne se passe rien. Hein. C'est vrai que dans la NMO AQP4, c'est quand même assez rare, cette discordance entre les symptômes et l'IRM. Mais ça peut arriver. Hein. Il y a quelques cas qui ont été rapportés. Puis moi, j'ai aussi des patients qui décrivent vraiment des choses qui ressemblent à une atteinte de la moelle épinière, par exemple, et l'IRM est normal. Dans la MOGAD, c'est même plus fréquent. Hein. Il y a jusqu'à 10, 15, 20% des patients qui ont vraiment quelque chose qui se passe. Donc l'IRM, c'est un outil... peut-être que le professeur Stankov pourra en parler, parce qu'il travaille beaucoup sur l'imagerie, qui est performant, mais qui a encore ses limites, qui peut être encore amélioré. Il y a des IRM de plus en plus performantes qui sont proposées. Et puis c'est aussi, pas très politiquement correct, mais c'est qui fait l'IRM et qui lit l'IRM. Voilà. Ouais. Moi, à chaque fois que j'ai des symptômes neurologiques, je suis complètement seule au monde. Et même mon neurologue, professeur Audouin sur Marseille, il sait pas quoi faire de moi. Il me regarde et il connaît bien quand même. Hein. Il fait partie justement des bien sûr, mais il marche avec ses papiers. Il voit un IRM, il voit une prise de sang normale.
Donc, pour lui, tout est normal. La dernière fois, d'ailleurs, j'étais tellement désespérée, je vous ai envoyé des mails. Mais il m'a dit, considérez que vous avez eu un accident cérébral et que vous allez avoir des séquelles toute votre vie. Mais sauf que moi, je suis restée 1 an et demi sans me nourrir. Alors c'est une situation qui est très compliquée que vous soulignez là. Je sais pas si tu peux en parler aussi, Kumaran. C'est pour vous et pour nous faire la différence entre ce qu'on appelle une poussée, une attaque, une évolution de la maladie, et puis ce qu'on appelle, alors c'est des pseudo-poussées ou des variations qui sont pas en rapport avec, en gros, que la maladie n'est pas active, mais que malheureusement elle a laissé des cicatrices qu'on voit pas en général, et qui font que dans des moments particuliers, on va en fait exactement se comporter comme quand on faisait la poussée. C'est-à-dire que les symptômes vont être pareils, aussi intenses. Et donc ça, on sait pas trop encore comment faire. L'idée, c'est essayer d'identifier une cause, ce soit ici une infection, par exemple. Bon, essayer de la traiter, voir si ça peut améliorer les choses. Parfois, on n'identifie pas de cause. Donc, ça nous arrive de proposer de façon un petit peu au hasard de la cortisone en disant ça peut améliorer les choses. C'est pas très satisfaisant, hein, je vous le cache pas. Ça dépend. Voilà. La cortisone, ça améliore un peu. Moi, sur le hockey, il a fallu, parce que moi, chaque fois, c'est 2 mois, 3 mois d'hospitalisation. Donc, il a fallu 2 mois qu'il n'y a qu'un cachet que pour les crises d'épilepsie qui a marché sur... Alors, je pense que ce que vous racontez, c'est très important. C'est aussi comment on prend en charge, mais ça sera abordé, je crois, juste après. C'est ce qu'on appelle les traitements symptomatiques, c'est-à-dire que les conséquences de la maladie sur le long terme, qui sont pas exactement des poussées. C'est la séquelle, la cicatrice des poussées, mais qui va souvent même plus vous embêter que les poussées, parce que les poussées, maintenant, avec les traitements qu'on a à nos dispositions, on arrive à les prévenir. Mais par contre, les séquelles, les cicatrices de ce qui est arrivé, ça, on n'est pas forcément toujours optimal, quoi. Et donc, je pense que vous en parlerez tout à l'heure, hein, c'est ça, les prises en charge symptomatiques, oui. Thomas en parlera tout à l'heure. Moi, j'ai une petite question concernant l'IRM. Est-ce que les lésions dans l'IRM, est-ce que ça peut créer une confusion entre la CEP et la MOGAD ou la QP4? Même si, par exemple... oui, vous posez une très bonne question, la réponse est oui, malheureusement. Même si on a, par exemple, la MOGAD qui est positive, oui. Mais on a, par exemple, l'IRM qui dit qu'on a une sclérose en plaques. Oui. C'est pas on est dans le... C'est des questions qu'on discute tous les mois. Oui. Ouais. Malheureusement. Malheureusement, c'est super fréquent. Et encore une fois, là, c'est là où on s'appuie énormément. On essaie de s'appuyer sur les critères diagnostiques et autres, mais c'est quelque chose qu'on se pose régulièrement, malheureusement. C'est des situations compliquées. Je sais pas si c'est votre situation. Moi, c'est vrai qu'on a des patients chez qui, si on fait en fait une sorte de liste, qu'est-ce qui va avec ce diagnostic, qu'est-ce qui va avec ce diagnostic, et ben on arrive à remplir un peu les 2 listes, quoi. Donc là, on est un petit peu embêté. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des éléments à faire un peu pragmatiques, hein, des éléments de fréquence. La sclérose en plaques reste malheureusement, je sais pas, mais beaucoup plus fréquente que la MOGAD. Donc, ce qui est assez d'ailleurs, moi, ce qui me fait toujours un peu sourire, quand on fait ces réunions-là, on va avoir moi le premier, des médecins spécialisés dans les maladies rares qui vont toujours dire si c'est ça. Et puis mes collègues qui sont eux plus spécialisés dans la sclérose en plaques me disent mais tu racontes n'importe quoi, c'est une sclérose en plaques, c'est évident. Donc il y a un biais aussi qu'on appelle cognitif, on voit aussi ce qu'on connaît le mieux. Et donc c'est pour ça que c'est important de partager des expériences, quoi. C'est-à-dire que et on travaille vraiment là-dessus en ce moment. C'est une des questions principales, une des difficultés principales, peut-être un peu moins en pédiatrie, je ne sais pas, ce qu'on se disait avec Julie. Mais chez les adultes, c'est qu'est-ce qui fait que on est sûr que c'est une sclérose en plaques ou on est sûr que c'est une MOGAD, et quand dans ces situations, on a un peu des deux. Bon, ma réponse n'est peut-être pas très claire, mais pour vous dire que votre situation, elle existe, on essaye de travailler au mieux pour améliorer les choses. Les critères ont quand même permis d'avancer un petit peu dans cette problématique, même s'ils sont loin d'être parfaits. Un élément aussi que j'avais proposé, c'était le suivi. C'est-à-dire que ce qui est un élément intéressant dans la MOGAD, c'est que globalement, normalement, l'IRM, elle va évoluer de façon soit stable, soit même s'améliorer avec le temps. Et la sclérose en plaques, c'est totalement l'inverse. L'IRM, elle va s'aggraver avec le temps. D'accord? Donc ça, c'est un élément qu'on utilise beaucoup quand on a un doute diagnostique, c'est comment évolue l'IRM avec le temps. Donc c'est vrai qu'on peut pas des fois donner la réponse tout de suite. C'est-à-dire, on se laisse un peu de temps, 3, 6 mois, 1 an, et on voit un peu comment ça évolue. C'est par exemple, là c'est des confrontations que l'on fait déjà entre adultes et pédiatres. Donc, nous, on avait fait donc un travail, en fait, en regardant tous les CEP. On a regardé les MOG dans tous les CEP. Donc, c'était tous les patients CEP pédiatriques sont négatifs au MOG, par exemple.
Donc, on était super contents. On avait dit, ce n'est pas, quand vous n'avez pas, une CEP ne peut pas être une MOGAD. D'accord? Donc, ensuite, on a regardé, en fait, chez les enfants, avec les MOG, etc. Et donc, on avait fait le suivi. Et quand on regarde, par exemple, les IRM de CEP de l'enfant, on peut avoir des disparitions de lésions. Ce qui, un peu chez les adultes, ne se voit pas. Donc, du coup, quand on discute déjà, on se pose des questions. Mais si, vous voyez, donc normalement, c'est pas possible, etc. Donc, c'est plus pour vous dire que c'est hyper enrichissant. Donc, du coup, on a recommencé à regarder. Effectivement, on a toujours des lésions qui disparaissent. Enfin, il y a des lésions qui peuvent disparaître, en fait, dans la CEP de pédiatrique, mais pas autant que dans la MOGAD, par exemple. Dans la MOGAD, vous allez avoir donc des disparitions, quasi normalisation, même d'IRM, ce que je ne peux pas avoir dans la sclérose en plaques. Donc, du coup, c'est plus pour vous dire, chez les enfants aussi, on a des spécificités qui existent, mais néanmoins, on peut se retrouver dans des situations avec des belles lésions qui ressemblent à une sclérose en plaques et des anticorps anti-MOG qui sont positifs. Et là, on s'appuie avec l'expérience des adultes, etc., pour essayer de savoir est-ce qu'on peut vraiment, quand on a ce genre de choses, aller sur ce diagnostic-là ou l'autre. Et donc, c'est vraiment beaucoup de discussions qu'on a, hein, donc avec ce truc-là. Malheureusement, là, actuellement, on est en train de travailler sur des marqueurs qui pourraient nous éviter justement de se poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres marqueurs, d'autres éléments dans le LCR ou dans le sang qui pourraient nous aider à faire cette différence? En tout cas, là, je parle pour la pédiatrie. On essaie de voir ces aspects-là pour différencier. Est-ce que, donc, à chaque fois, quand on fait la comparaison, on prend les enfants qui sont des vrais scléroses en plaques et on le compare, vous voyez déjà, je dis vrais scléroses en plaques, des scléroses en plaques, et on le compare avec des MOGAD pour essayer de voir si ce marqueur biologique est plus important que dans l'autre ou non. Il faut qu'on coupe. Ah, pardon. Au niveau du temps, peut-être qu'on a beaucoup, ce qui était peut-être le plus important, je pensais vous remettre un peu en perspective quelles sont un peu nos limites aujourd'hui dans notre capacité de diagnostic, comment on essaye d'améliorer les choses, quels outils on a mis en place, ces réunions, ces PNDS, les interactions fortes avec les associations de patients, les interactions au niveau européen, au niveau même mondial, grâce à TSF et d'autres associations. Sur le plan thérapeutique, il y aura vraiment un focus spécialement sur les symptômes dont vous parlez, ça serait très important. Bon, je pense que vous savez déjà que les choses sont pas la même du tout entre la NMO aquaporine 4, la MOGAD et, encore pour pas la citer, la NMO séronégative au niveau des traitements de fond disponibles. C'est-à-dire qu'autant on est plutôt riche, entre guillemets, dans la NMO aquaporine 4, on a 4 molécules maintenant, 4 médicaments qui ont démontré, qui sont validés et qui sont disponibles en France, ce qui est une chance. On n'a rien du tout dans la MOGAD, ça veut pas dire qu'on fait rien sur le plan de traitement, mais on n'a aucun médicament qui a été ce qu'on appelle approuvé par les instances de santé. Et dans la NMO séronégative, on n'a rien du tout non plus. Donc on n'est pas une situation très équilibrée entre ces différentes pathologies. Dans aucune de ces pathologies, je vais ouvrir la porte que j'aime pas trop ouvrir, c'est qu'on ne sait pas guérir la maladie, d'accord? Donc c'est pas très satisfaisant. Comme l'a très bien dit le docteur Maillard, c'est qu'on arrive à la bloquer, on n'arrive pas à la guérir. Donc c'est des maladies pour lesquelles on va être confronté sur le long terme. Bon, après, l'évolution de ces maladies est très différente aussi. Au moins, celle de la MOGAD et de la NMO aquaporine 4 est très différente. La NMO aquaporine 4, on le sait très bien, malheureusement, elle va être active tout au long de la vie. Elle s'arrête jamais, en fait. On sait qu'on peut débuter cette maladie tardivement ou très précocement. Et qu'après 60, 70, même 80 ans, on peut continuer à être actif. Donc, c'est un des traitements qu'on va débuter et poursuivre tout le long de la vie. La MOGAD, c'est très différent. On a des données, des impressions, mais des éléments aussi scientifiques qui montrent que la maladie a quand même tendance à s'éteindre progressivement, pas chez tout le monde, mais la grande majorité des patients vont ne plus faire de poussée ou beaucoup moins de poussée avec le temps. Donc la prise en charge sera pas, c'est pas un traitement qu'on va faire tout au long de la vie. Et sur la NMO dite séronégative, on sait pas trop. Donc il y a deux attitudes un peu différentes. Il y en a qui sont très protecteurs, ils se disent on sait pas donc on traite tout le monde tout le temps, et puis d'autres qui se disent bah quand même vu qu'on sait pas on peut essayer de voir ce qui se passe quand on diminue les traitements, voire quand on les arrête. Donc on n'est pas très confortable dans ces situations-là. Est-ce qu'aujourd'hui, donc même dans les perspectives, est-ce qu'il n'y a pas des recherches pour lesquelles on peut imaginer guérir la maladie? Alors, je donne toujours les mêmes anecdotes pour répondre à cette question qui est intéressante. C'est que on vieillit avec nos patients et au début, moi, quand j'étais jeune neurologue enthousiaste, je disais à mes patients, ce que je sais aujourd'hui sera faux dans 10 ans et on va trouver un traitement dans les 10 ans qui viennent. Les patients, ils se rappellent de ce que je leur ai dit. Je les vois 10 ans après et ils me disent, mais attendez, vous m'avez dit que dans 10 ans, on trouve un traitement, on y est là. Qu'est-ce qu'il y a à proposer? Bah, il y avait rien de plus nouveau à proposer. Bon, c'était la sclérose en plaques. Donc, je reste prudent par rapport à ça. Je vais pas vous dire aujourd'hui, dans 10 ans, on aura guéri la NMO. J'en sais rien, j'espère. Ce qui est vrai, c'est d'un point de vue très pratique, c'est qu'il y a effectivement maintenant des recherches très spécifiques sur une approche qui est plus de bloquer la maladie, mais de la transformer définitivement pour qu'on soit débarrassé.
C'est des approches qu'on appelle de tolérisation, c'est un terme un peu compliqué, mais comme c'est des maladies qui ont un système immunitaire qui fonctionne pas correctement, c'est changer le système immunitaire. Donc c'est quand même souvent des traitements un peu lourds, mais avec un objectif vraiment sur le long terme. Et c'est des choses qui sont pas, c'est pas de la science-fiction, hein, c'est des choses qui se mettent en place dans d'autres maladies, avec un succès tout à fait mitigé. Donc c'est pour ça que moi je reste prudent. Donc il faut quand même garder aussi, même pour nous, un message d'espoir, pour vous en premier, mais pour nous aussi. Oui, il y a des choses très prometteuses, mais je vais pas vous dire dans 10 ans on aura guéri la maladie. Je sais pas. Même si on n'a pas, si on n'a pas de délai, c'est quand même. Oui, tout à fait. Mais enfin, je pense que moi, ce que j'entends en général, c'est faut me donner un délai, parce que c'est bien beau que dans 40 ans, mais moi ça me concernera plus. Je veux pas savoir. Petite question sur les traitements, vous parlez de modifier à long terme, donc avec des traitements longs, mais notamment sur les conséquences plus ou moins à court terme, est-ce qu'on n'aurait pas des solutions pour essayer de réadapter le niveau de vie pour limiter les prochaines poussées, pour éviter que ça continue à être très dégénératif, mais plus ou moins essayer de réélever un peu les... Alors, peut-être un élément qu'on a mal précisé, je ne sais pas ce que vous entendez par dégénératif, mais il y a plusieurs éléments. Disons que dans ces maladies dont on parle aujourd'hui, on n'est pas dans la sclérose en plaques, qui elle malheureusement a deux composantes, une composante avec des poussées, et puis une composante qu'on appelle vraiment dégénérative, qui va proposer indépendamment des poussées une aggravation lente, insidieuse du handicap, et pour lesquels on n'est pas très bon sur le plan thérapeutique jusqu'à maintenant. Dans la NMO, la MOGAD ou la NMO séronégative, aujourd'hui, si on arrive à prévenir les poussées, il n'y aura pas normalement de phase dégénérative. Par contre, ce qui peut se passer, c'est ce que Madame proposait tout à l'heure, c'est que malheureusement, les séquelles, elles peuvent être au premier plan, quoi. C'est pas vraiment du dégénératif, hein, c'est simplement c'est une séquelle d'un épisode initial qui a été très sévère et qui va nous embêter longtemps. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler avec la prise en charge qu'on appelle symptomatique. Mais c'est pas exactement la même idée de se dire que, enfin, le message que j'ai envie quand même que vous reteniez aujourd'hui, c'est que si on arrive à bloquer, et aujourd'hui on n'est pas trop mauvais pour bloquer les mécanismes, au moins dans la NMO AQP4 et dans la MOGAD, on va pas avoir d'évolution comme ça vers la progression du handicap comme on peut l'avoir encore dans la sclérose en plaques. Je pense que on a encore le temps. Oui. Donc du coup, je pense que sur le côté thérapeutique, en tout cas, il y a comme Romain l'a dit, chez les enfants aussi, on n'a pas autant de possibilités, mais qui vont probablement venir dans les années qui viennent. Et je trouve que c'est le fait d'avoir en fait un choix possible est quelque chose d'important. Mais par contre, pour nous aussi, parce que moi, ça va être très facile. Moi, j'arrête à 18 ans. Donc, quand les traitements sont mis en place, et ce que vous avez sous-entendu, c'est quels sont les effets indésirables, en fait, quand les enfants vont grandir et qui vont devenir donc des adultes. Comment les gérer? Ça, c'est une autre question qu'on a beaucoup discuté aussi en Europe pour savoir comment on va gérer, en fait, les enfants qui vont rester, en fait, sous des traitements immunosuppresseurs pendant plusieurs années, voire même plus de 10 ans. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de travailler? Donc, c'est des choses, en fait, sur lesquelles on essaie de réfléchir au long cours. Je pense que je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, allez-y. En fait, dans pour revenir sur l'errance diagnostique, notre pire ennemi, ce n'est pas vous les neurologues, c'est les médecins traitants. En fait, si. En fait, nous les patients qui arrivent sur notre groupe, qui viennent parler, en fait, ce qui bloque en premier lieu, c'est le médecin traitant. Effectivement, il ne peut pas avoir la science infuse et connaître, se dire, ah, mais oui, bien sûr. Mais il faut que les médecins traitants ils soient formés à passer la main. C'est un symptôme qui te dépasse, tu comprends pas, tu passes. Voilà. Et en fait, c'est ça, moi, j'ai perdu beaucoup de temps, 14 ans, parce que mon médecin traitant me disait, tu es dépressif en ce moment, c'est les enfants, ils sont durs. Hein. Bah non, ça n'a rien à voir, c'est pas ça. Mais vraiment, le médecin traitant, c'est un problème à la base, quoi. Et je suis pas la seule, il y a beaucoup de patients, le médecin traitant, il l'oriente pas. En fait, c'est avec le parcours de soins, là, où il faut passer par le médecin traitant pour avoir la lettre, pour aller en consultation, machin, nan. C'est ça qui bloque pas mal. Ça, c'est ce qu'on a dit, c'est de faire la formation en fait des médecins traitants avec les PNDS. On a donc spécifiquement un courrier pour les médecins traitants en fait, hein, qui est présent pour essayer de les informer. Donc bien sûr, après, là actuellement, vu le nombre d'éléments que l'on fait, le nombre d'informations qui sont délivrées, je pense que les gens sont de plus en plus au courant. Mais encore une fois, c'est
des choses qui vont se mettre en place progressivement. Parce que les maladies rares, donc le plan maladies rares, c'était depuis 2007 à peu près. 2007. Donc, vous voyez, donc, on est presque entre guillemets, à 20 ans. Donc, c'est beaucoup de choses qui sont mises en place depuis. On a fait des progrès, mais c'est pas suffisant. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une vraie difficulté. Et mais moi, je dis, c'est pas votre pire ennemi, c'est votre meilleur ami, le médecin traitant. Mais il faut aussi de comprendre pour lui. Là, nous, on voit par un prisme très focal qui est le problème neurologique rare, mais lui, il va être exposé à toute la médecine, en fait. Oui, mais du coup, il faut qu'il accepte quand il est dépassé. Voilà, vous avez raison. Mais nous, faut qu'on arrive aussi à faciliter les interactions. Je pense que pour eux aussi, c'est pas toujours très simple d'avoir accès aux neurologues ou sur spécialistes. Donc ça, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse avec eux. Parce que je crois quand même que même si on fait au mieux, quand ils contactent les services hospitaliers, on leur dit souvent c'est compliqué, précisez, revenez nous voir. C'est le système de soins qui est tout à fait améliorable. Vous avez raison, tout à fait améliorable. Ouais. Juste une question. J'ai une autre question. Nous, on a beaucoup de patients qui arrivent en nous disant je ne suis pas diagnostiqué, ils ne savent pas ce que j'ai, machin, machin. Donc le il, c'est je ne sais pas trop sur l'instant. Et est-ce que nous, on peut envoyer, je sais que vous faites des commissions, tout ça, machin, pour voir un peu, alors il est quoi, il est CEP, il est machin. Est-ce que nous, on peut envoyer des dossiers, c'est compliqué, mais orienter les patients, il faut qu'ils soient dans cette, que leur dossier soit traité dans cette commission. Ce qu'il faut, c'est vraiment le message, c'est qu'il faut que ce soit le médecin. Alors, je reviens un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le parcours de soins parce que s'il est court-circuité, ça va être compliqué. Et pour qu'il y ait quand même une expertise minimale qui a été faite, et je sais que parfois des patients sont plus experts que les médecins traitants, vous avez tout à fait raison. Mais nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait au moins un courrier par un médecin. Eh oui, c'est ça. Parce que nous, on a eu la même question en Europe, parce que des patients en fait qui sont suivis dans d'autres pays, donc pour lequel ils voulaient, comme il y a donc un réseau européen de maladies rares, cette même question a été posée en disant on n'a pas confiance entre guillemets, etc. On veut avoir donc un deuxième avis. C'est court-circuité créera beaucoup plus de problèmes. C'est pas on n'a pas confiance. Il y a des patients qui patouillent au niveau du diagnostic parce que le médecin traitant il n'en voit pas ou parce qu'ils sont tombés. Moi, ça m'est arrivé de tomber. Moi, le médecin traitant, quand il a accepté de lâcher, de me dire ok, je vais t'envoyer voir un neurologue, je sais pas, il devait pas être neurologue, je sais pas ce qui s'est passé, mais il était complètement à côté. Quand je suis arrivé à l'hôpital en urgence, machin, ils m'ont dit lui, si vous voyez encore ce médecin, nous on travaillera pas sur vous. Oh non, mais je ne vois plus, ça y est. Mais c'est compliqué. Et ouais, c'est compliqué. Moi, j'avais une question, Romain. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on a parlé un peu au niveau des traitements, etc. Donc là, il y a beaucoup... Oui, allez-y. J'ai une question. Cette fois-ci, ça va concerner la pédiatrie et les conséquences des traitements mis en place, notamment sur la croissance de l'enfant et son développement, notamment en période hormonale, donc durant la préadolescence et l'adolescence. Avez-vous un peu de recul par rapport à cette situation? Alors, on n'a pas fait d'études spécifiques en fait sur la puberté et autres. Tout ce qu'on a en fait là, c'est plutôt des données qu'on n'a pas, c'est des données qui sont personnelles, on va dire. C'est pas des études qui ont été faites. On sait que par exemple sur la croissance, la taille, le poids, etc. Il n'y a pas de répercussions. Sur la puberté, etc., on n'a pas vu non plus. Donc, du coup, c'est des éléments qui, encore une fois, ça dépend des thérapeutiques qui sont mises en place. Donc, sur les thérapeutiques, je parle des traitements de fond, essentiellement, sans parler des corticoïdes. Je pense qu'on n'a pas eu beaucoup de difficultés particulières avec le recul qu'on a et le nombre d'enfants qu'on a. Donc, c'est pas non plus des séries énormes. Chez les adultes, déjà, vous avez donc des séries de 100 ou 200 patients. Chez l'enfant, il faut qu'on fasse, en fait, on a déjà fait un travail européen, mais on n'a pas vu de répercussions. Je prends que les AQP4 sur le BMI et autres, en fait, c'est-à-dire le poids et la taille. On n'a pas vu de difficultés sur tout ce qui est puberté, etc. Encore une fois, ça, on l'a pas mesuré de façon spécifique, mais tout ce que je vois chez les enfants qu'on a suivis, on n'a pas eu de répercussions particulières. Est-ce que, par exemple, justement, en parlant de la puberté, etc., si on veut tomber enceinte, etc., avec AQP4 ou l'NMOSD globalement, quel que soit le NMOSD, est-ce qu'il faut qu'on ait peur ou pas? Avec les traitements. Non, alors c'est une vraie question. Et encore une fois, alors, notre élément dont on n'a pas parlé, on a beaucoup parlé des maladies rares, mais comme vous l'avez compris aussi, il y a
un peu le grand frère ou la grande sœur qui est la sclérose en plaques, qui est malgré tout pas très différente en termes de symptômes, en termes de difficultés associées à cette maladie. Et donc, il y a une société francophone de la sclérose en plaques qui nous accompagne aussi sur ces maladies rares et qui nous a, l'année dernière, par exemple, aidé à faire des recommandations sur comment je gère une grossesse quand j'ai ces maladies rares. Comment je gère une grossesse par rapport à la maladie, mais surtout comment je gère une grossesse par rapport au traitement. Donc, tout ça, c'est pareil, c'est accessible en ligne. Et si vous avez des questions, j'ai ce traitement, j'ai cette maladie, comment je gère ma grossesse, ben ça va apparaître. Il y aura une recommandation spécifique. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une vraie question, puisque malheureusement, notamment la NMO Aquaporin 4 va toucher les femmes en âge d'avoir des enfants. Donc, c'est voilà, une question qu'il faut absolument poser, et pour lesquelles on apporte des réponses qui sont assez pratiques grâce à ces, voilà, ça s'appelle des recommandations de la Société francophone de sclérose en plaques. Un autre élément donc important en fait, quand vous avez donc ce genre de maladie rare et qu'on doit mettre donc des immunosuppresseurs, ça en pédiatrie on est un peu monomaniaque et on fait des vaccins à tout le monde. On essaie de le faire de façon assez, même en étant très pro-vaccin, etc., on se retrouve quand même avec, je pense, c'est 80% de la population qui est, non moins que ça peut-être, hein, qui est vaccinée. Et surtout quand on a donc des immunosuppresseurs qu'on doit avoir, n'oubliez pas les vaccins, non? Donc, voilà, c'est parfaitement, comment dire, en temps parfait, parce que c'est cette année la thématique de notre groupe de travail sur les recommandations, c'est comment gérer la vaccination dans ces maladies, NMO, MOGAD et séronégatif. Ce sera pour 2025, hein, on est en train de travailler dessus. Mais on va aussi proposer une gestion de la vaccination et des risques infectieux dans ces maladies. Donc voilà, on essaye aussi d'informer. Et là aussi, c'est des outils qui sont pour vous, bien sûr, mais aussi pour le fameux médecin traitant. Il va être aidé par ces outils-là, qui sont compliqués, hein. Nous, on discute entre experts, on n'est pas toujours d'accord. Donc lui, il sera content qu'on lui fasse des propositions. Peut-être que je pense c'est le moment de faire peut-être. Parce que je pense qu'il faut peut-être aborder la question des symptômes, je sais pas. Ou alors, on est encore bon au niveau timing. Oui, c'est on a changé tout, vous inquiétez pas. Ok. Parce que je pense qu'il y a aussi tu vas parler de la carte maladie rare ou... Non. Tu vas en parler. Tu vas parler de la carte. Donc, par exemple, pour aider. Donc, par exemple, là, pour aider justement les médecins traitants, on voit même quand vous êtes donc, je sais plus, parce qu'il y a une maman qui m'avait raconté une histoire en fait d'un enfant qui avait donc une maladie, qui avait fait donc une névrite optique, qui est allé donc dans une autre région avec une nouvelle névrite optique. Elle était perdue, les médecins étaient perdus parce qu'ils ne connaissaient pas, etc. Donc, pour éviter ce genre de difficultés, à la fois pour le médecin traitant qui vous verrez en fait en urgence pour une poussée, donc on a avec le réseau, ce qu'on appelle en fait la filière Brain Team, on a développé en fait les cartes maladies rares dont Julie a été avec Laetitia à développer. Ça, tu veux dire un mot peut-être? Oui, en effet, donc la filière nous a permis. Donc la filière de soins Brain Team qui nous aide à développer beaucoup de projets justement sur la prise en charge globale, nous a aidé à développer ces cartes. Donc l'idée, c'est qu'une fois que le diagnostic est posé, on puisse fournir à nos patients des cartes qui s'appellent des cartes d'urgence et de soins, sur lesquelles sont inscrites plusieurs informations. Donc il y a un QR code déjà dessus que la personne qui vous prend en charge peut scanner et qui renvoie sur les PNDS et donc sur les pages d'information de Brain Team au sujet de ces maladies-là. Donc c'est une source d'information assez complète pour des médecins généralistes, des neurologues ou des médecins de médecine d'urgence. Et puis il y a aussi la conduite à tenir très simplifiée, parce qu'on a voulu que ce soit très simple, de ce qu'il faut faire dans ces situations d'urgence. Et globalement, il y a les coordonnées du centre qui vous prend en charge, qui, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas les capacités d'être joignables 24 heures sur 24 dans nos centres maladies rares, parce qu'on est souvent, nous, on est tous les deux, par exemple, à travailler sur les maladies rares, on ne peut pas assurer une permanence de soins en permanence. Mais disons que dès qu'on sort d'horaires compliqués, on est joignable. Et puis, il y a les types de symptômes qui doivent alerter et l'information que vous êtes sous traitement immunosuppresseur et qu'il faut se méfier des situations d'infection, par exemple, dont on est en train de parler, et la possibilité de faire des corticoïdes s'il y a une suspicion de poussée. Mais l'idée, c'est qu'on puisse être contacté, en tout cas que le centre puisse être contacté le plus rapidement possible, parce que l'important dans ces situations-là, c'est aussi de dialoguer
Et ça rejoint ce que disait Romain, c'est qu'on essaye de faciliter notre accessibilité aussi à des urgentistes, à des médecins généralistes qui, effectivement, c'est pas toujours facile pour eux d'arriver jusqu'à nous. On essaye de travailler là-dessus, mais cette carte, elle est aussi faite pour ça. Donc on l'a proposé à pas mal de patients déjà. Alors c'était réservé au départ au centre parce qu'ils voulaient voir l'applicabilité, donc au centre coordonnateur, donc à la Pitié, au Kremlin-Bicêtre et à Lyon. C'est en train d'être développé pour que tous les centres du maillage MIRSEM puissent le faire. Donc voilà, c'est en cours, c'est un travail qui va prendre un petit peu de temps, mais c'est qui va se faire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions spécifiques, parce que je pense que là on a presque fait le tour. Mais on restera toujours disponible pour si vous avez d'autres questions. Allez-y, vous avez une question? Non. Vous avez parlé de la grossesse. Durant le processus de grossesse, est-ce qu'il y aurait une possibilité que cette maladie soit héréditaire ou peut-être héritée d'un terrain génétique propice à développer ce genre de maladie? Ou c'est juste la faute à pas de chance? Alors, les causes de la maladie, donc c'était... Il me donne toujours les questions. Moi, je Bon, alors, c'est pas une maladie génétique. Ça, aucune de ces 3 maladies dont on parle aujourd'hui n'est génétique au sens il y a un gène qui se transmet. Voilà, ça on peut le dire. Il y a quelques très rares familles où il y a plusieurs membres atteints, mais c'est exceptionnel. Dans le monde, je crois qu'il y en a 5 ou 10 qui ont été rapportés, donc c'est vraiment exceptionnel. Donc c'est pas une maladie génétique à ce sens-là. D'où ça vient? Votre idée, votre remarque, c'est la faute à pas de chance. Il y a un peu de ça. Probablement qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore aujourd'hui. Il y a des hypothèses qui sont un petit peu différentes entre l'aquaporine 4, la MOGAD. Pour la MOGAD, peut-être que je te renvoie la balle, mais il y a l'histoire d'un élément infectieux qui pourrait favoriser les choses, parce que ça touche beaucoup les enfants, et souvent après une infection. Pour la NMO aquaporine 4, aujourd'hui, honnêtement, on ne sait pas trop. Il y a un travail, mais qui est assez élégant, mais qui n'a pas vraiment été depuis réévalué, qui serait, vous savez, probablement qu'on parle beaucoup de notre intestin en ce moment. Notre tube digestif, c'est notre deuxième cerveau, hein, on dit. Il y a plein de bactéries qui sont plutôt positives pour nous, mais quand cet équilibre est modifié du tube digestif, notamment ce qu'on appelle le microbiote, ça pourrait favoriser des maladies auto-immunes, la sclérose en plaques, mais aussi peut-être la NMO. Donc il y a quelques travaux là-dessus, ça expliquerait probablement pas l'ensemble des patients, mais certaines situations. Il y a des éléments, voilà, donc ça c'est environnemental ou alimentaire possiblement. Parce que j'ai pas envie de vous dire aujourd'hui, le message c'est pas parce que vous avez mal fait un truc ou pas fait ci, pas fait ça, vous avez été malade. C'est plutôt, c'est pas de chance, c'est pas de votre faute, c'est pas génétique. Alors c'est vrai qu'on aimerait mieux comprendre en se disant, si on comprend mieux, on serait mieux prendre en charge, mais aujourd'hui il y a quand même beaucoup de points d'interrogation sur pourquoi on fait ces maladies. Peut-être la MOG, tu peux en dire un peu quelque chose? Pour la MOGAD, effectivement, chez les enfants par exemple, on avait regardé en fait les infections qui survenaient en fait dans le mois ou juste avant le premier mois. On avait retrouvé presque dans une présentation particulière dont je vous ai parlé tout à l'heure de l'ADEME, 57% d'enfants ont fait donc une infection, quel que soit le type d'infection. Et là, on est en train de travailler sur cet aspect-là en regardant justement un anticorps un peu particulier qui pourrait venir du tube digestif pour voir un peu si ça peut être associé. Donc tout ça pour vous dire, il y a ce côté infectieux qui est présent. Donc probablement la maladie survient après cette infection. L'infection entraîne en fait un dysfonctionnement, il stimule le système immunitaire et le système immunitaire peut à la fin de sa stimulation, peut entre guillemets dysfonctionner et entraîner la maladie. Donc c'est une hypothèse sur laquelle on travaille depuis un certain temps. Peut-être qu'on aura des pistes, mais et dans la MOGAD aussi, il y a... Alors ça c'est pour le côté génétique par exemple, hein, donc il y a toujours des gènes de ce qu'on appelle de prédisposition. On a beaucoup travaillé, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans la sclérose en plaques, et chez l'enfant il y aurait peut-être des gènes de prédisposition, mais encore une fois c'est un travail par un groupe qui a été fait. Nous on n'a pas vu en fait un gène un peu particulier qui serait donc un facteur prédisposant, mais ce n'est pas une maladie génétique. Le message, il y a beaucoup de choses. C'est que si vous souffrez de cette maladie, vos enfants ont très peu de risques d'en souffrir. Absolument. Et puis, il n'y a pas il y a, dans les autres facteurs favorisants, on avait souvent parlé aussi, par exemple, le post-vaccination. Ça, on le voit encore dans des papiers, en fait, hein, dans les tableaux de MOGAD de l'enfant. Mais encore une fois, nous, quand on a regardé, en fait, dans notre corps, on n'a pas vu beaucoup de choses sur cet aspect de vaccin. Vous avez une question? Oui, j'ai une question. Puisque c'est une maladie qui touche souvent les femmes en âge de procréer,
est-ce qu'il y a eu des études particulières sur les enfants justement qui sont nés par la suite et une étude sur les troubles de neurodéveloppement chez leurs enfants? Pour les enfants, après spécifiquement les NMOSD ou les MOGAD, chez de mamans qui avaient présenté cette maladie, on n'a pas véritablement d'infos qui disent comme quoi ils ont plus de troubles de neurodéveloppement ou autres, encore une fois. Et après, là, on a commencé à faire un premier travail en fait des enfants qui sont nés de maman, mais ça c'est surtout pour la sclérose en plaques qu'on a fait. Probablement qu'il faut qu'on le fasse en fait avec les parents qui ont aussi un NMOSD ou MOGAD. Il y a une étude, c'est ça, il y a une étude qui est en cours actuellement sur le plan national, alors, qui vise à pas uniquement décrire les patients souffrant de ces maladies, mais aussi la sclérose en plaques. Donc décrire comment se passe la grossesse et puis comment se passe le développement de l'enfant. Mais c'est une étude qui est en cours. C'est vrai, comme l'a dit le professeur Deva, qu'aujourd'hui on n'a pas de signal inquiétant, mais peut-être parce qu'on n'a pas assez bien regardé. Les troubles de neurodéveloppement, c'est quand même des fois pas forcément facile à évaluer. Donc c'est quelque chose qui est en cours et c'est une vraie question, ça c'est sûr. Moi je me rappelle avoir posé la question à mes neurologues quand je suis tombée malade et je leur avais demandé d'où ça venait et ils m'avaient répondu qu'on était tous porteurs de la maladie, que si elle se déclenchait ou elle ne se déclenchait pas. C'est vrai? C'est pas une réponse que je donne, moi. Bah, c'est ce qu'ils m'ont dit quand j'ai posé la question. Je pense que moi je l'interprète différemment, c'est-à-dire qu'on a tous un système immunitaire qui est différent de chacun de nous. Il s'emballe ou il s'emballe pas? Ça peut s'emballer en fonction de ce qui nous entoure et autres. Ça peut être l'explication. Mais ça ne veut pas dire qu'on a la maladie. C'est ça que je veux dire. Le système immunitaire n'est pas tout le temps similaire pour tout le monde, mais en fonction avec lequel on est entouré, etc., et de ce qu'on est, ça peut se déclencher. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est génétique, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de spécifique ou autre. Tout dépend de l'exposition à laquelle on est soumis aussi. On va pas vous couper hein, parce que si il y a encore si encore il y a des questions et s'il y a des personnes qui veulent encore interagir, sinon on va les remercier, on va faire une photo de groupe et puis on va aller faire une pause. Merci beaucoup. D'ailleurs, moi j'ai juste une dernière question. On a parlé pas mal de la consultation pluridisciplinaire des RCP, donc ces moments où c'est que vous discutez entre vous. Est-ce qu'il y a déjà eu une vidéo, quelque chose de fait pour expliquer aux patients ce que c'est qu'une RCP? Parce que j'ai eu la chance d'y participer en tant que spectateur dans un réseau de santé à l'époque de la sclérose en plaques, et je trouve que ça avait été édifiant parce que la quantité de maladies qu'il fallait éliminer, la quantité d'informations que ce groupe de spécialistes traitait à la minute était vraiment édifiante. Je me disais peut-être qu'il faudrait faire un jour une petite vidéo de vulgarisation. Je me souviens de la quantité de maladies parasitaires, de maladies virales qu'il fallait éliminer à l'époque du coup pour une sclérose en plaques. J'ai expliqué, mais filmer pendant le temps, ou faire un cas d'école, demander à quelqu'un d'inventer le cas d'un patient et voir comment il réagit. Ok. Bon, idée pour l'année prochaine, alors, du coup. Merci beaucoup encore, professeur Deva, professeur Marinier.